en 56 avant Jésus-Christ que l'on retrouve les premières traces d'amphores. En effet, à cette époque, la forêt de Cambis est défrichée et les premières vignes sont plantées. Les Romains choisissent alors de greffer des cépages utilisés autour de Massilia, Marseille à l'époque, sur des pieds de Vitis biturica, qui est l'ancêtre du Cabernet. Au 5e siècle, l'Empire romain s'effondre et c'est le christianisme qui va sauver la viticulture, car le vin est devenu un élément central du culte. Le village trouve alors son nom inspiré du moine du 8e siècle originaire de Bretagne. En effet, en route pour Compostelle, Émilion ne s'arrête pas dans une auberge ou un 4 étoiles, mais bien dans une grotte, à proximité de la Dordogne, et il décide de s'y établir. Au final, c'est à sa mort en 787 que ses disciples édifient à Saint-Émilion la fameuse église monolithe, faite d'une seule roche. Le siècle des Lumières a bouleversé Saint-Émilion de par le développement de nouvelles méthodes pour la viticulture et l'achèvement de la sélection des cépages, c'est-à-dire ceux qui étaient les plus qualitatifs de manière générale, mais aussi pour l'appellation. Ce travail au plus près du terroir va faire apparaître la notion de cru, destinée au meilleur vin. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, Saint-Émilion n'échappe pas à la crise du phylloxéra. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un insecte qui va ravager les vignobles en piquant les racines de la vigne, et qui va nous amener à utiliser des porte-greffes. Crise qui sera surmontée par les viticulteurs de Saint-Émilion, malgré les dégâts. Enfin, au XXe siècle, l'AOC Saint-Émilion est créée et un classement révisable est instauré en 1954, ce qui va contribuer à continuer d'accroître la réputation des vins de Saint-Émilion dans l'esprit d'un public de plus en plus international. On notera d'ailleurs son inscription au patrimoine de l'UNESCO au titre de paysage culturel en 1999. Alors commençons par le commencement. Tout d'abord, on ramasse le raisin, donc la vendange. Donc on peut vendanger mécaniquement avec une machine à vendanger ou bien manuellement, donc à la main. Une fois fait, le raisin arrive sur la chaîne de réception. Donc la chaîne de réception comporte divers outils. Tout d'abord, ça passe dans un éraffoir. Donc l'éraffoir, il a pour but de séparer la rafle, donc la partie verte, des baies, donc la partie que l'on va utiliser pour faire le vin. Après ça, le viticulteur peut choisir ou non de couper, donc d'arriver dans un fouloir. Le fouloir a pour but d'éclater les baies pour en extraire le plus de jus possible, pour pouvoir après faciliter l'extraction pendant les purifications, c'est-à-dire la phase où on transforme le sucre en alcool. Après le foulage, le raisin est entraîné dans des tuyaux avec un système de pompage qui va faire tomber la vendange, donc le mou, dans les cuves. Une fois la cuve pleine, on attend 24 heures pour faire macérer, enfin 24 heures ou 48 heures selon les besoins du viticulteur. Donc comme je disais, une fois la cuve pleine, la fermentation alcoolique va démarrer après qu'on ait mis des levures. Donc les levures, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qu'on va intégrer dans la cuve pleine pour transformer les sucres en alcool. C'est le phénomène de fermentation alcoolique. Une fois la fermentation alcoolique terminée, on est dans une phase de latence. On est sur la fermentation alcoolique. Donc, qu'est-ce qui se passe? On prend la densité et la température tous les jours, matin et soir, pendant cette fermentation. La densité sert à savoir combien de sucre il reste dans le vin, dans le jus, pour savoir quand la fermentation alcoolique se termine. Donc pour vous donner une idée, on démarre à 1100 de densité et on termine à 990-992 approximativement. À 992, on sait qu'il n'y a plus du tout de sucre dans le vin et qu'on a de l'alcool. Il y a juste les sucres résiduels, donc c'est ce qu'on appelle les sucres résiduels, donc c'est des sucres qui ne peuvent pas fermenter. Une fois la fermentation alcoolique terminée, arrive le décuvage et l'écoulage. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Le décuvage, en fait, on vide complètement le jus d'une cuve, enfin le vin maintenant, vu que la fermentation alcoolique est terminée, et on y laisse les pellicules et les pépins. Les pellicules, c'est les pots, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Une fois le décuvage terminé, on rentre dans la cuve pour mettre toutes les pellicules et les pépins dans un pressoir qui va presser complètement, entièrement les pellicules et les pépins de façon à en extraire le vin. Donc le vin que l'on extrait au début de toute la cuve s'appelle le vin de goutte et le vin que l'on extrait après des pellicules et des pépins s'appelle le vin de presse, qui est souvent moins qualitatif que le vin de goutte. Quand l'écoulage et le décuvage sont terminés, on arrive dans une phase de latence, c'est-à-dire qu'après on attend la seconde fermentation qui s'appelle la fermentation malolactique. Pendant la fermentation malolactique, qu'est-ce qui se passe? C'est les bactéries lactiques qui transforment les acides maliques contenus dans le vin en acide lactique. Mais on ne va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué et pour les gens qui ne connaîtraient pas, on risque de se mélanger les pinceaux. Cette phase peut être très embêtante pour les viticulteurs parce qu'on sait quand ça démarre, on ne sait jamais quand ça finit. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des arrêts de fermentation malolactique et du coup, par exemple, on peut terminer cette fermentation en fin décembre ou début janvier. C'est ce qui est très embêtant pour les viticulteurs parce qu'ils ont d'autres opérations à faire sur le vin et s'ils attendent trop, du coup, ça sera trop tard dans l'année. Quand la fermentation malolactique est terminée, on va faire ce qu'on appelle un soutirage. C'est-à-dire qu'on va enlever le jus
et laisser en bas les bourbes. Donc les bourbes, c'est quoi? Les bourbes, c'est toute la partie trouble du vin. C'est pour ça qu'après une FML, on laisse le vin se décanter, c'est-à-dire toutes les particules en suspension qui vont retomber. Donc, le soutirage, on enlève tout le vin clair et on laisse en bas toutes les bourbes. Les bourbes sont composées de levures qui ne servent plus à rien parce que la fermentation alcoolique est terminée, donc elles sont mortes. Quand on a soutiré, on va mettre le vin en barrique. Donc, une barrique, ça fait quoi? 225 litres. Enfin, c'est ce qu'on fait le plus souvent en Saint-Émilionnais. On met le vin en barrique et on le laisse généralement vieillir en barrique pendant 12 à 18 mois pour qu'il prenne le goût boisé et qu'il puisse s'oxygéner. L'oxygénation va permettre l'ouverture des arômes, de pouvoir mieux les sentir à la dégustation. Pendant cette période en barrique, il faut souvent houiller. Donc houiller, c'est quoi? C'est le fait de remettre du vin souvent dans la barrique. Parce qu'une barrique, c'est quoi? C'est fait de bois en fait. Et le bois pompe le vin pour être étanche. Donc, vu qu'il pompe le vin, on va devoir remettre assez souvent pour pas qu'il y ait de l'air et que le vin devienne du vinaigre. Parce qu'au contact de l'air, le vin peut devenir vinaigré parce qu'il y a un phénomène d'oxydation qui se produit. Comme notre période en barrique est terminée, on remet le vin en cuve de façon à pouvoir assembler plus facilement. Donc pour assembler, ce sera selon les préférences et selon ce qu'on préfère mettre dans notre vin. Alors avec les différents cépages, donc c'est-à-dire Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, on va faire l'assemblage, faire ce qui va devenir notre vin final. Par exemple, on va décider de mettre plus de Merlot, un peu moins de Cabernet Sauvignon et encore moins de Cabernet Franc. Pour vous donner un ordre d'idée, on va par exemple faire 70% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon et 5% Cabernet Franc. Donc l'assemblage, ça va faire ce qui va être notre vin final, notre vin fini. Donc dedans, on va assembler nos différents cépages que l'on a récoltés à la vendange et qui sont maintenant prêts, fermentation alcoolique terminée, fermentation malolactique terminée, passant en barrique fait, en respectant bien cette chronologie, c'est très important. Donc l'assemblage, dans le Saint-Émilionnais par exemple, on a plus coutume de mettre plus de Merlot pour la douceur, ensuite un peu de Cabernet Sauvignon pour apporter un peu d'arôme corsé et donner un peu plus de puissance et structure au vin, et du Cabernet Franc. Pour vous donner un ordre d'idée, on va mettre par exemple 70% de Merlot dans notre vin, 25% de Cabernet Sauvignon et 5% de Cabernet Franc. Une fois que c'est fait, on va laisser le vin tranquille jusqu'à la mise en bouteille. Donc mise en bouteille, on peut choisir de la faire soi-même avec une machine qu'on aura achetée, soit on peut venir un prestataire, donc quelqu'un qui va le faire pour nous au chez. Quand la mise en bouteille est faite, on n'a plus qu'à étiqueter le vin et à le vendre. Voilà, c'était tout pour la partie élaboration. Pour finir, nous allons passer à la partie dégustation, dans laquelle nous avons choisi de déguster 2 Saint-Émilion Grand Cru. Dans un premier temps, le relais de la Dominique. De 2012, c'est le second vin du château de la Dominique. Puis, le château Vieux-l'Armande de 2014. Pour commencer, nous allons déguster le relais de la Dominique. Donc, à l'œil, il a une robe assez pourpre, plutôt dense, très peu limpide. Donc, toutes les caractéristiques que l'on souhaite avoir sur un Saint-Émilion. Au nez, on retrouve ces arômes boisés et fruités, surtout avec des fruits rouges et des fruits noirs qui sont si typiques des vins de Saint-Émilion. En bouche, c'est un vin avec des tanins plutôt puissants, mais qui vont s'arranger dans le temps, donc à laisser vieillir. On retrouve comme au nez des arômes de fruits rouges, voire fruits noirs, de cassis. Ensuite, on passe à la dégustation du château Vieux-l'Armande. Donc pour commencer, à l'œil, c'est un vin avec une teinture assez pourpre comme l'autre. Plutôt peu limpide, dans lequel on va retrouver des reflets violacés qui sont signes qu'il faut faire encore vieillir ce vin. En bouche, on retrouve dans ce vin des fruits rouges, autant que dans l'autre à peu près, mais des tanins plus fondus, plus soyeux, qui sont plus évolués déjà peut-être. Pour choisir ces vins, nous sommes aidés de l'application Vivino. Grâce à elle, vous pourrez juste en prenant en photo l'étiquette de la bouteille que vous voulez, n'importe laquelle, voir les avis d'autres personnes, les notes qu'ils ont mis sur ces vins, voire même le prix.